Salut à tous et bienvenue sur Osmosis. Aujourd'hui, on va enfoncer quelques portes ouvertes. Comme Far Cry 5. Tout jeu vidéo est politique, que vous en soyez conscient ou non. Un jeu est porteur de un ou des messages politiques issus du prisme idéologique de ses auteurs ou autrices. Ces mêmes messages sont par essence étroitement liés au contexte socio-culturel dans lequel ils ont été produits, ce qui ne restreint pas forcément leur portée à ce seul contexte. Et si l'on veut analyser le message politique contenu dans une œuvre, il est important d'avoir connaissance du fameux contexte afin d'obtenir les clés permettant de décoder le message en question. Par exemple, ce n'est pas un hasard si DICE a décidé d'inclure des personnages jouables féminins dans son prochain Battlefield, car nous sommes actuellement dans un contexte de sensibilisation publique sur les questions d'inclusivité et de représentativité. Ce n'est pas non plus un hasard si une certaine frange de joueurs a rejeté cet ajout car il venait bousculer de force la bulle idéologique dans laquelle ils évoluaient. Bulle construite par des années de production vidéoludique fait par et pour le groupe social dominant. D'ailleurs, lorsque les défenseurs de cette bulle avancent l'argumentaire de la cohérence ou de la véracité historique, ils oublient que ces notions découlent des choix des développeurs à inclure ou modifier telle ou telle partie du contexte historique en question, choix qui sont par essence politiques. La production qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Far Cry 5, n'échappe pas à la règle, d'autant qu'elle se situe dans un contexte à la fois contemporain et socialement clivant. Cependant, là où DICE ou Naughty Dog se marquent et surtout assument leurs engagements politiques avec Battlefield 5 ou The Last of Us 2, Ubisoft a fait un choix tout autre, à savoir le choix du consensus mou. Qui reste malgré tout une forme d'engagement politique. Mais reprenons depuis le début. Far Cry 5 est un jeu d'action sorti le 27 mars 2018 sur PC, PS4 et Xbox One. Vous y incarnerez un membre d'une équipe du FBI des États-Unis d'Amérique disposant d'un mandat d'arrêt contre le prénommé Joseph Seed, gourou d'une secte nommée Eden's Gate ayant peu à peu pris le contrôle d'Hope County, petit comté perdu au fin fond du Montana. Évidemment, l'arrestation tourne mal et vous vous retrouvez à devoir mener la résistance de l'intérieur, histoire de libérer la région de l'influence néfaste d'Eden's Gate à grands coups de chevrotine dans les dents des méchants. À l'origine de ce pitch qui flaire déjà bon l'incohérence scénaristique à pleine balle, nous avons Dan Hay, le bonhomme qui façonne le visage de la série depuis plusieurs années déjà. Flashback. En 1999, avec une licence de sciences politiques en poche, le Dan fut tout naturellement embauché en tant qu'artiste digital et animateur 3D chez DKP Studio. Parce qu'après tout, c'est pas tes choix d'études initiaux qui vont définir toute ta carrière et ta vie, bordel. Cette première expérience lui a valu l'attention de Raven Software, mythique studio de jeux vidéo responsable des non moins mythiques Soldier of Fortune et Jedi Knight 2 entre autres. Le Gus travaillera alors essentiellement sur les licences X-Men Legends et Marvel Ultimate Alliance, et ce jusqu'en 2008. Il gagnera alors suffisamment d'expérience pour digivolver en directeur artistique et sera débauché dans la foulée par Day One Studio, qui cherchait alors un chef de projet pour travailler sur le 3e épisode de Fear qui se joue en coop. Attends, y'a de la coop dans Fear ? A few moments later. Bah, c'était pas mal, hein. Ouais, franchement, il y a moyen de faire une vidéo dessus. Bah ouais, puis j'ai pas eu trop peur en plus, donc... Oui. Alors revenons à Dan. Donc Dan bosse sur Fear 3 jusqu'à sa sortie en 2011, et devinez quoi, il y a un autre studio qui lui passe un coup de fil. Et pas n'importe quel studio, puisqu'il s'agit d'Ubisoft, qui demande à Dan rien de moins que de chapeauter le prochain Far Cry. En effet, alors que le développement de ce 3e opus affichait 2 ans au compteur, une bonne partie de l'équipe avait été assignée à d'autres projets en interne, ou alors s'était fait débaucher par d'autres studios. Il fallait donc injecter du sang neuf, et c'est à ce moment-là que notre Dan intervient, acceptant de mettre son talent au service d'Ubisoft. La suite, on la connaît, Far Cry 3 déboule en novembre 2012 et connaît un immense succès critique et commercial. De nombreux joueurs découvrent alors une franchise qui compte bien s'installer durablement dans le paysage vidéoludique, à l'instar de Dan, qui a supervisé de près ou de loin à peu près tous les épisodes de la série depuis. Et c'est le dernier en date qui nous intéresse aujourd'hui à plus d'un titre. Parmi les points que l'on relèvera, il y a évidemment son mode coop, que l'on abordera comme d'habitude un peu plus loin dans la vidéo. Il y a également son contexte qui tranche avec ce que nous avait habitué Far Cry depuis ses débuts, soit des environnements exotiques qui offraient une certaine liberté d'action aux joueurs. Ce dépaysement virtuel installait d'office une certaine distance avec les événements comptés, les personnages rencontrés et les fameux antagonistes à affronter. Qu'il s'agisse du mémorable Vaas, leader psychopathe des pirates des Rook Island, ou de Pagan Min, monarque absolu du royaume de Kyrat, les grands méchants n'étaient pour les joueurs que des chimères caricaturales qui ne pouvaient s'intégrer uniquement, mais néanmoins à merveille, dans ces paysages lointains aux faux airs de cartes postales. Or, c'est précisément ce que voulait changer Dan pour le prochain Far Cry. L'idée directrice était de conserver l'ADN de la série, à savoir parcourir des terres inhospitalières pleines de méchants à dézinguer, en les situant cette fois dans des environnements qui seraient plus parlants et familiers aux joueurs ciblés. Même démarche avec les ennemis du joueur qui devront s'ancrer dans une réalité bien plus palpable que celle des précédents univers servis par la série, qui s'appuyait davantage sur notre imaginaire collectif. L'idée de situer l'action aux États-Unis, un environnement qui résonnera bien plus chez les joueurs occidentaux, est donc venue très vite sur la table, et l'état du Montana, avec ses grandes vallées, ses montagnes escarpées et ses forêts sauvages, offrait un terrain de jeu idéal. Concernant la conception de votre futur Nemesis, Dan alla puiser directement dans son
propre vécu. Il faut savoir que dans sa jeunesse, Dan Hay fut particulièrement marqué par la période de la guerre froide, ayant le sentiment qu'à chaque instant, les deux grands blocs pouvaient basculer dans une guerre thermonucléaire qui marquerait ni plus ni moins que la fin du monde connu. De l'aveu même de Dan, le contexte géopolitique actuel lui convoque des réminiscences de cette époque troublée, et ce n'est malheureusement pas la fameuse horloge de la fin du monde qui lui fera dire le contraire. La fin des temps et l'apocalypse étant des concepts fortement liés aux religions, notamment judéo-chrétiennes, une secte fondamentaliste prêchant la bonne parole, par la force si nécessaire, s'imposa naturellement comme antagoniste principal. D'autant que le contexte social du lieu choisi, à savoir l'Amérique profonde et ses fameux rednecks, se prêtait très bien à mettre en scène le processus d'endoctrinement qu'on pourrait attendre de ce genre de groupuscule, profitant de la détresse des locaux pour gangréner peu à peu tout le comté, puis la région, et pourquoi pas le pays tout entier. Enfin, ça c'est sur le papier, car en jeu ça manque clairement de cohérence et surtout de courage intellectuel, on va dire. Et on va tenter de vous expliquer pourquoi en commençant par toquer à la porte du paradis. Notre monde est sur le déclin. Nos dirigeants sont lâches et corrompus, la fin des temps est proche et le Seigneur exige que nous sauvions toutes les âmes égarées, qu'elles le veulent ou non. Avec ce genre de sermon en guise d'introduction, on devine que Joseph Seed n'est pas le genre à faire des compromis ou des colliers de pâtes. Suite à une révélation divine, le leader autoproclamé d'Eden's Gate, surnommé le Père par ses ouailles, fut investi d'une mission, celle de nous préparer à faire face à l'apocalypse imminente. Alors, quand on dit se préparer, c'est grosso modo jurer obéissance absolue à Joseph et ses lieutenants, leur filer toutes vos possessions et écraser tout semblant de résistance sans poser de questions. Bref, un programme pas super chill contre lequel il va falloir lutter directement sur le terrain, avec un peu d'huile de coude, l'aide des résistants locaux et surtout beaucoup de plomb. Pour stopper les méfaits de Joseph Seed, il vous faudra parcourir le comté de Hope County, divisé en 3 grandes régions, chacune contrôlée par l'un des lieutenants du gourou local. Vous y remplirez diverses missions confiées par des autochtones visant à perturber les opérations du culte et foutre suffisamment le bordel pour forcer le lieutenant à sortir de sa tanière afin de régler vos comptes avec lui et libérer la région au passage. Ce n'est qu'une fois les 3 régions libérées que Joseph daignera vous offrir une audience privilégiée, histoire de lui faire sa fête. Bref, pour les habitués des productions Ubisoft, la formule n'aura rien de très original, mais elle reste néanmoins efficace, dans le sens où elle vous poussera à explorer et exploiter l'immense terrain de jeu qui s'offre une nouvelle fois à vous. Là où Far Cry se démarque vis-à-vis de ses prédécesseurs, c'est que le comté fictionnel d'Hope County, où se déroulent les événements du jeu, s'inspire d'un contexte à la fois d'actualité et surtout fortement marqué idéologiquement et politiquement. D'un côté, nous avons les locaux, représentés pour les besoins du jeu par les fameux rednecks, qui désignent ces populations rurales américaines, souvent pauvres et peu éduquées, et dotées d'une conception toute particulière du patriotisme, centré principalement autour de la défense totale et inconditionnelle du second amendement, d'une forte culture des armes à feu, et où les écrits de la Bible ont largement plus d'importance que leur propre constitution. Même s'ils ne représentent pas une entité parfaitement homogène, ils se classent largement à droite et à l'extrême droite sur l'échiquier politique, et ont développé une forte antipathie envers les instances gouvernementales, qu'ils jugent en grande partie responsables de leur situation actuelle. De l'autre côté, nous avons la secte d'Eden's Gate, largement inspirée par le courant évangélique fondamentaliste dont elle reprend à la fois l'iconologie, les discours et même les méthodes d'endoctrinement. Et comme ses homologues dans la réalité, elle va profiter de la détresse économique et sociale des rednecks pour les convertir à la cause du père Joseph et servir ses propres desseins. L'instrumentalisation du sentiment d'abandon, d'exclusion et d'injustice générale sur fond de menaces de fin du monde constitue un cocktail bien connu de la plupart des mouvements fondamentalistes dont s'inspire le jeu pour Eden's Gate et dont on a décidé de tresser un rapide portrait, ne serait-ce que pour vous montrer à quel point Ubisoft se prend encore une fois les pieds dans le tapis. L'évangélisme est un courant issu du protestantisme dont l'évolution est fortement liée à l'histoire des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, il en constitue aujourd'hui la principale confession. Son histoire est articulée autour de plusieurs grands réveils, dont le premier a eu lieu en Nouvelle-Angleterre en 1734. Les peuples qui s'y installent alors font déjà preuve d'une volonté d'indépendance et de rupture avec les traditions européennes. Les guerres contre la France et l'Espagne exacerbent ce sentiment d'anticatholicisme et le refus de son orthodoxie rigide. Dans ce nouveau territoire parfois sans église, les prédicateurs, pas forcément assermentés, s'installent dans les lieux publics, les grandes places ou les champs pour prêcher à qui passera par là. Plusieurs thèmes qui deviendront les piliers du courant voient alors le jour. N'importe quel homme, quelle que soit sa classe sociale, peut saisir la lumière spirituelle de Dieu de manière directe et sans intermédiaire. Jésus-Christ s'est sacrifié pour les hommes et ses forces sont constamment en lutte contre celles de Satan. Le combat final est proche et il vaudra mieux être du bon côté pour être sauvé. Les adultes doivent se repentir de manière sincère au travers d'un baptême qui marquera leur nouvelle naissance et leur acceptation dans la grâce de Dieu. Ce culte considère que chaque personne peut avoir une relation directe avec le Saint-Esprit et recevoir sa grâce. La repentance est individuelle et se fait en suivant les préceptes de la Bible qui devient un guide moral. Au fil du temps s'ajoutera le refus de la notion de prédestination. Si Dieu n'est qu'amour, alors il aime ses créatures et ne les prédestine jamais au malheur ou à la pauvreté. Du coup, tout le monde a les clés pour réussir dans la vie.
Si ça marche, c'est grâce à Dieu. Par contre, si ça foire, t'as dû merder quelque part, toi, hein. Le 19e siècle américain est teinté par son indépendance fraîchement acquise et son expansion territoriale. La déclaration d'indépendance a fait des Américains un peuple libre de citoyens égaux en droit, en tout cas pour les hommes blancs. Ils sont notamment libres de choisir leur culte puisque l'Église est séparée de l'État. La révolution industrielle permet de conquérir l'Ouest, mais également de développer les communications, notamment au travers de la presse et de créer des emplois un peu partout. C'est dans ce contexte qu'aura lieu le second réveil évangélique. La multiplication des prêches ont créé différents courants qui sont aujourd'hui prospères et une multitude de sectes. Dans son livre De la religion en Amérique, le chercheur Denis Lacorne évoque une démocratisation par le bas de la part des prêcheurs qui mettaient l'accent sur la spontanéité, les chants et la danse. Le grand ferment politique de l'époque des Lumières, les désordres de la Révolution américaine, avaient affaibli les vieilles hiérarchies politiques et religieuses. Aucun pouvoir civil ou religieux ne se trouvait dorénavant en mesure de censurer les expériences religieuses imaginées par une nouvelle génération de prédicateurs ambulants. Les diverses associations utilisent avec intelligence l'essor des technologies de communication et font l'éducation morale et religieuse d'une bonne partie du pays. Les différents mouvements et leurs leaders sont souvent comparés par les historiens à des marketeurs qui établissent des stratégies d'outbound pour toucher leur cible en tentant de faire le buzz dans les médias. Bref, l'évangélisme sous toutes ses formes connaît un grand succès, s'institutionnalise et surtout s'inscrit très bien dans l'identité américaine en pleine construction. Une nouvelle tendance se met alors en place. La résistance pieuse face à l'appât du gain et la surconsommation. Ainsi, au XXe siècle, plus la société de consommation se développera, plus les églises évangéliques grandiront. On vous a mentionné plus haut la dimension du combat Jésus-Satan. Eh bien, pour les fondamentalistes, ce combat se joue en permanence. Satan envoie des tentations constamment afin de faire tomber les individus, voire les nations, et amoindrir les rangs de l'armée de Jésus. Or, si gagner de l'argent n'est pas vu comme un péché, mais plutôt une réussite, preuve d'une capacité d'entreprise et d'inclusion dans la société, c'est la façon de le dépenser qui sera jugeable. Et oui, car le bon chrétien se doit de rester généreux et de s'engager dans sa communauté. Du coup, oui, tout donner pour construire des méga churches avec des écrans géants et des feux d'artifice, dans la plupart des courants évangéliques, bah ça passe bien. En revanche, la société de surconsommation, elle, est généralement vue comme une tentation satanique ambulante. Et Satan, comme la fin du monde, c'est bien réel pour les évangéliques, puisqu'annoncé dans la Bible. Et c'est pour bientôt. Toutes les situations géopolitiques sont analysées au travers du prisme apocalyptique. Du coup, forcément, avec des événements comme la guerre froide ou encore le 11 septembre 2001 qui a frappé au cœur du pays, ça cocotte sévère. Pour bien vous rendre compte de l'ampleur de ces croyances, il faut savoir que 41% des Américains de confession chrétienne estiment que Jésus reviendra sur Terre d'ici 2050. Suite à quoi le ravissement, aussi appelé l'enlèvement de Jésus, surviendra. Il s'agit d'un événement lors duquel le Christ viendra enrôler ses fidèles les plus fervents en prévision de l'ultime combat contre les forces du mal. Tout ça pour vous dire que le mouvement évangélique est à la fois répandu et surtout encore très actif aux États-Unis, quand il n'est pas au centre même du mode de vie d'une partie non négligeable de la population. Il faut surtout comprendre qu'il existe une multitude de cultes évangéliques qui, s'ils partagent des bases communes, peuvent être radicalement différents dans leurs discours et leurs approches, si bien qu'on doit pouvoir y trouver des groupuscules carrément malaisants aux tendances sectaires. Comme d'habitude pour les besoins de cette vidéo, on a énormément résumé le sujet. Au passage, on vous recommande la chaîne de Pop Culture qui parle de la Bible, de ses histoires et de ses influences. Quant à nous, retour au comté d'espoir. Eden's Gate est donc une secte qui reprend plusieurs éléments des mouvements évangéliques. Tout d'abord, cette importance du baptême qui a lieu à l'âge adulte et qui permet la repentance des pécheurs au travers de la réception de la grâce. On y retrouve également énormément de lexiques et de citations bibliques, même si le livre de référence de la secte est bien le livre de Joseph. D'ailleurs, l'importance de Joseph en tant que prédicateur et leader du mouvement, et le charisme de son prêche qui a lieu dans des décors rappelant les chapelles improvisées des débuts de l'évangélisme, s'inscrivent très bien dans cette mouvance. L'iconologie et les diverses représentations christiques que l'on trouve en jeu s'ajoutent évidemment à la liste. Mais c'est surtout la conviction qu'une fin du monde imminente, dont la société de consommation, les corruptions politiques et les guerres à répétition seraient les signes avant-coureurs, qui permet de valider définitivement leur appartenance. On pourrait aussi lire le côté spectaculaire et parfois sanglant de l'expiation, aussi bien dans le champ lexical utilisé que dans les actes des membres d'Eden's Gate, comme une référence à l'importance du sacrifice du Christ. L'un de ses membres dira même que les péchés doivent être portés à fleur de peau afin d'être arrachés, allusion probable à la couronne d'épines christique. Mais c'est également cette violence concrète qui les fait basculer dans le mouvement dissident et sectaire. En effet, la brutalité et l'adhésion obligatoire à la secte fait évidemment plus penser à des groupuscules carrément dangereux du type du Temple du Peuple, dont le logo ressemble pas mal à la croix d'Eden's Gate. D'ailleurs, le nom Eden's Gate fait forcément penser à Heaven's Gate, secte meurtrière des années 90, sans pour autant partager grand chose d'un point de vue théologique. Il était donc intéressant de voir Ubisoft s'emparer de front d'un sujet toujours d'actualité, en mettant en scène une mouvance à la fois religieuse, politique et idéologique, encore en activité aux États-Unis comme antagonistes principaux de leur prochain titre phare. Par souci d'immersion et de crédibilité, Ubisoft se targuait même de mettre l'emphase sur les mécanismes et processus d'endoctrinement utilisés par ce type de culte, comme en témoigne notamment l'embauche de Mia Donovan, réalisatrice du documentaire Deprogrammed, en tant que consultante narrative sur le projet. Bref, être à la fois critique et adopter une position claire sur un sujet sensible et clivant, sujet qui, on le rappelle, a été choisi en âme et conscience comme toile de fond de leur diégèse, était une démarche que l'on ne pouvait que saluer dans une industrie si frileuse à accepter et surtout
exploiter la nature et la portée politique de ses plus grosses productions. Et si, comme nous, vous avez cru naïvement qu'Ubisoft allait franchir ce pas, vous ne serez néanmoins pas étonné d'apprendre que la société affiche toujours son manque structurel de courage sur les questions politiques. Et cette fois, grâce à ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la drogue magique. Enfin, là c'est de la soupline en fait, mais c'est pour la vidéo. Laissez-nous vous parler de la grâce. Dans la diégèse de Far Cry 5, il existe une fleur poussant uniquement dans le comté de Hope County qui permet de fabriquer un hallucinogène extrêmement puissant grâce à un obscur processus de raffinage. Mais ça va bien au-delà car cette drogue a aussi la propriété de faire disparaître toute volonté propre et libre arbitre de celui qui en consomme, permettant ainsi de le convertir instantanément à sa cause. En poussant même un peu plus le dosage, on peut transformer la victime en une sorte de zombie décérébré obéissant au doigt et à l'œil de son gourou improvisé, et ce, même à distance, induisant une forme de télépathie en gros. Oui, c'est du grand n'importe quoi. Qui présente cependant un énorme avantage. Celui d'éluder totalement les fameux processus d'endoctrinement et la dimension sociale qu'ils impliquent. Au final, peu importe la teneur du discours et les actions de la secte d'Eden's Gate, et par extension des sectes évangélistes dont elle s'inspire. Peu importe également la catégorie sociale des locaux, leurs idées politiques, leur histoire et plus largement tous les facteurs qui auraient pu expliquer leur adhésion ou non aux idées de la secte. Toutes ces questions, induites par le contexte choisi, sont immédiatement tuées dans l'œuf par l'introduction d'une drogue magique qui transforme le plus fervent des opposants en brave toutou obéissant, et ce en l'espace de quelques minutes top chrono. Habile. Ironiquement, le jeu s'efforce de vouloir absolument dépeindre ses principaux antagonistes comme crédibles dans leur démarche, usant de grandes envolées lyriques sur l'état actuel du monde qui nous entoure, avec un poil de géopolitique de comptoir pour faire bonne mesure. On y parle dérives de la société de consommation, guerre injustifiée, politique gangrénée par la corruption, torture, infanticide et crise mondiale, tout en vous enjoignant, manette ou souris en main, à faire exploser des méchants et des bidons d'essence à l'aide d'un lance-pelle accompagné par un ours diabétique répondant au doux nom de Cheeseburger. C'est mon nounou. Le jeu souhaite donc vous empiffrer de thèmes dits sérieux, mais évite soigneusement de s'y engager lui-même, afin de ne pas s'attirer les foudres de tout ou partie de sa clientèle potentielle qui n'a pourtant pas été dupe lors de l'annonce initiale de Far Cry 5. Mais à force de vouloir tout dire et de caresser tout le monde dans le sens du poil, le jeu finit par ne plus dire grand chose, y compris sur le fait de cautionner ou non un discours qu'il tente pourtant maladroitement de critiquer. Ce qui est quand même vachement con et surtout lâche vu le contexte qu'il pose lui-même sur la table. Et comme si ça ne suffisait pas, Far Cry 5 n'est même pas un bon jeu coop. Rappel des faits. Une fois que vous aurez passé la séquence d'introduction et la première mission faisant office de tutoriel, il vous sera possible d'inviter un ami à vous rejoindre n'importe quand pour parcourir le reste du jeu dans son intégralité. Jeu qui vous fait comprendre assez vite que votre poteau ou potine a à peu près autant de liberté qu'un PNJ dans votre partie. Premier point qui fâche, le système de progression. Far Cry 5 intègre un système de réputation qui augmente à chaque fois que vous accomplirez une mission pour les locaux. En augmentant, votre réputation vous permettra de débloquer l'achat d'armes et de véhicules dans les divers magasins du jeu. Néanmoins, en coop, votre compagnon ne gagnera aucun point de réputation, lui verrouillant d'office la majorité des articles disponibles dans les magasins. Si on peut comprendre que la progression dans l'histoire du jeu soit séparée entre les deux joueurs, on est déjà plus circonspect sur le choix d'avoir lié le déblocage des éléments à cette progression, ce qui oblige en pratique l'autre joueur à refaire 2 fois les différentes missions, du moins s'il veut jouer avec autre chose que les pétoires de base. Autre problème majeur, la distance. Actuellement, le jeu n'autorise pas que 2 joueurs s'éloignent de plus de quelques centaines de mètres l'un de l'autre, affichant un message bien vénère le cas échéant, et vous téléportant purement et simplement près du joueur hôte si vous refusez d'obtempérer. Une mécanique hyper relou, car elle limite les possibilités d'approche ou d'exploration offertes par le jeu, et peut même s'avérer réellement rageante dans le feu de l'action. Elle pose également problème sur certaines missions impliquant des véhicules devant boucler un parcours en un temps limité. En coop, si l'un des joueurs a le malheur de se planter, l'autre joueur sera immédiatement pénalisé par le jeu, et ce même s'il s'en sortait très bien. Frustrant et surtout difficilement compréhensible lorsque Ghost Recon Wildlands, du même développeur et sorti 1 an plus tôt, donnait une liberté de mouvement quasi totale aux joueurs. Pour terminer, une bonne partie des interactions liées aux missions seront tout simplement interdites pour le joueur rejoignant votre partie. Il sera donc impossible à votre camarade de discuter avec un PNJ pour enclencher ou faire avancer une mission, ou lire un document débloquant des activités annexes, le reléguant au rang de simple garde du corps venu pour vous prêter main forte. Certes, vous aurez la possibilité de vous échanger des munitions ou de vous ranimer en cas de pépin, et même de vous spécialiser dans les premières heures de jeu via un arbre de talent améliorant vos différentes compétences, mais comme les munitions ne sont jamais un problème vu qu'on en trouve absolument partout, que la mort n'est aucunement pénalisante et qu'à l'exception de quelques capacités qui deviennent quasi obligatoires, la plupart des améliorations n'auront que peu ou pas d'effet sur votre façon de jouer, on se retrouve plus souvent à pester contre les restrictions du jeu qu'à louer les possibilités offertes par ce dernier. Et franchement, c'est dommage. Bah ouais, parce que Far Cry 5 a le potentiel pour être hyper fun en coop. C'est dommage car Ubisoft nous montre encore une fois sa maîtrise sur la création d'open world, Hope County se montrant vraiment plaisant à parcourir, l'exploration étant d'ailleurs favorisée et récompensée. De plus, le level design est réellement travaillé, les avant-postes et camps ennemis satisferont les différentes approches offertes par le jeu, qu'il s'agisse de se la jouer sniper, infiltration ou gros bourrin, même si l'intelligence artificielle, à la fois omnisciente et à la ramasse, a refroidi plus d'une fois notre enthousiasme.
efficace. Enfin, les activités annexes telles que l'escalade, le vol en wingsuit, la chasse ou la pêche permettront de varier les plaisirs. Sauf que vous vous heurterez très vite et trop régulièrement aux limitations concernant la distance et la progression. C'est également dommage car le panel d'armes, d'outils et de véhicules est à la fois diversifié et satisfaisant à utiliser. Le feedback des armes est très bon, les artificiers en herbe auront différents types d'explosifs à disposition pour faire plein de jolis boum boum, et le maniement des nombreux véhicules lorgnera du côté de l'arcade, ce qui se prête très bien au reste du jeu. Malheureusement, là encore, cette foutue obligation d'être collés constamment l'un à l'autre et l'impossibilité de débloquer tout ou partie de l'arsenal via une progression gelée viendront gâcher une nouvelle fois la fête. Enfin, c'est évidemment dommage qu'Ubisoft ait encore une fois loupé une occasion, non pas de parler politique, car encore une fois, tout jeu est politique, mais bien de définir une position politique claire, surtout sur des sujets qui n'autorisent, à notre sens, aucune ambivalence possible. Représenter un culte évangéliste radical et sectaire en occultant sciemment toutes les implications sociales liées aux mécaniques d'endoctrinement, et afficher des locaux largement inspirés des rednecks comme une bande de joyeux gugus défendant leur patelin, nous mettant là encore de faire allusion aux bords politiques et idéologiques auxquels ils sont généralement associés, à savoir la droite conservatrice et l'alt-right, c'est non seulement irresponsable, mais aussi lâche intellectuellement et même dangereux. Pour toutes ces raisons, il nous paraît donc difficile de vous recommander Far Cry 5 en coop, qu'il s'agisse de l'appréhender dans son ensemble ou non. Avec sa coop mal branlée et sa narration qui se veut à la fois politisée et aseptisée, nous nous sommes fait violence pour le parcourir de bout en bout, alors que niveau gameplay, il s'agit probablement de l'itération la plus peaufinée d'une formule qui avait déjà fait ses preuves. Et si vous êtes vraiment en mal de jeux d'action coop se déroulant dans un open world, on vous recommandera encore une fois le très bon Ghost Recon Wildlands, qui fait à peu près tout ce que fait ce Far Cry 5, mais en mieux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous et toutes de l'avoir suivi. On remercie chaleureusement Monsieur Plouf d'avoir pris le temps de partager notre vidéo, ça fait vraiment super plaisir. Sachez également que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux d'internet. Et on aimerait remercier encore une fois nos tipeurs qui soutiennent l'émission, vous êtes vraiment les MVP d'Osmosis. Nous, on va de ce pas partir en vacances et on se retrouve en septembre pour le prochain récap. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.